Arrêtez de corriger vos élèves pendant qu'ils chantent. Cette habitude détruit la progression des chanteurs et le pire, c'est que 99% des professeurs de chant font cette erreur sans même s'en rendre compte. Ils pensent aider, ils pensent corriger, ils pensent optimiser le temps du cours. En réalité, eh bien, cela sabote méthodiquement la confiance des chanteuses et des chanteurs et ça casse le processus d'apprentissage. Ça transforme ainsi chaque séance en un calvaire psychologique, comme pourraient le ressentir certaines et certains. Et cette erreur est si répandue, si naturelle en apparence, que même les professeurs de chant expérimentés la commettent quotidiennement. Elle semble logique, intuitive, bienveillante, mais en réalité, elle est toxique. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette habitude apparemment innocente détruit plus de progression que toutes les mauvaises techniques réunies. Et surtout, je vais vous montrer comment la remplacer par une approche qui multiplie efficacité à vos corrections. Je suis Antoine Rudy, je suis formateur de coach vocal et j'ai moi-même commis cette erreur pendant de nombreuses années. Donc mea culpa, si je vous partage cette vidéo, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, c'est pour vous partager en toute sincérité une erreur que j'ai pu faire et ce que j'ai pu en apprendre et comment maintenant j'enseigne aux coachs que je forme comment procéder autrement. Comme tous les professeurs de chant au départ, eh bien, j'avais cette impulsion bienveillante de corriger immédiatement, d'optimiser chaque seconde de cours, de ne pas laisser passer une erreur. Cette approche m'a coûté des élèves. Elle a détruit des progressions qui auraient pu être magnifiques, elle a transformé des passionnés en découragés. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental sur la psychologie de l'apprentissage. Quelque chose que personne ne m'avait enseigné dans aucune formation, aucun stage, aucune masterclass. Et cette découverte, elle a révolutionné ma pratique et parce qu'elle a transformé mes résultats. Et quand je dis mes résultats, eh bien c'est que mes élèves progressent maintenant 3 fois plus vite avec 3 fois moins de stress et 3 fois plus de plaisir. La différence, eh bien c'est que j'ai appris à me taire. Mais attention, ce silence n'est pas passif, c'est un silence stratégique, méthodologique, scientifiquement fondé et c'est l'outil le plus puissant du coach vocal moderne, je vais vous en parler. Imaginez cette situation que tous les professeurs de chant connaissent. Votre élève commence à chanter, première phrase ça va, deuxième phrase vous entendez une tension, troisième phrase eh bien la note déraille légèrement. Ce que vont faire 99% des professeurs de chant à cet instant, c'est « lève la main, stop, là, attends ». Tu forces, est-ce que tu peux reprendre ce passage? Cette réaction, en réalité, elle semble assez logique, efficace, optimisée. Pourquoi laisser un élève continuer dans l'erreur quand on peut le corriger immédiatement? Parce que cette logique apparente, elle cache une mécompréhension profonde du processus d'apprentissage. Autre cas de figure, avant même de parler de cela, observons un phénomène plus subtil, mais tout aussi destructeur. L'expression faciale des professeurs de chant. L'élève chante, et au moment où il déraille, le professeur de chant fait une grimace. Alors pas forcément volontaire, juste une expression, une désapprobation, une micro-contraction du visage, un froncement de sourcils. Et cette grimace, même silencieuse, eh bien, elle peut paralyser l'élève pour le reste de la session. Pourquoi? Parce que l'élève, même s'il est adulte, il se trouve dans une posture psychologiquement infantile pendant qu'il chante. Il est vulnérable, il est exposé, il est en recherche d'approbation. Il vérifie constamment dans les yeux du coach si son action est bonne ou pas. Rappelez-vous qu'il vient voir un professionnel. Et cette grimace, eh bien, elle va renforcer instantanément ses croyances limitantes. Je chante mal, j'y arrive pas, le prof me juge. L'interruption transforme automatiquement le coach en juge. Alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir à la télévision, les jeunes chanteuses et chanteurs chantent et puis les coachs bip, mais ça active ce langage binaire du c'est juste, c'est faux, je buzz pas, c'est bon, c'est mauvais, c'est correct, c'est incorrect. Or, un enseignement efficace et donc un coaching ne doit jamais être basé sur le jugement. Le chant n'est pas une équation mathématique avec une solution correcte. C'est une exploration artistique avec 1000 nuances possibles. Et quand vous interrompez pour corriger, vous positionnez implicitement l'élève en défaut. Vous créez une dynamique de sanction plutôt qu'une dynamique d'exploration. L'interruption place également le professeur de chant sur un piédestal. Elle le positionne comme le sachant qui détient la vérité face à l'élève qui se trompe. Et cette hiérarchisation, eh bien, elle va activer l'ego de l'élève. Au lieu de collaborer, il est probable qu'il résiste. Au lieu d'explorer, il peut se défendre, se justifier. Au lieu d'apprendre, il va chercher à avoir raison. Et l'ego activé est l'ennemi numéro 1 de l'apprentissage. Il transforme chaque correction en confrontation, chaque exercice en défi personnel, chaque échec en humiliation. Le plus grave, c'est que l'interruption détruit l'environnement de sécurité indispensable à l'apprentissage vocal. Pour progresser, l'élève a besoin de pouvoir explorer, expérimenter, échouer sans crainte. Il doit pouvoir prendre des risques vocaux
tester ses limites, découvrir ses possibilités. Quand il sait qu'il peut être interrompu à tout moment, il va se brider. Il chante prudemment, il évite les prises de risque, il reste dans sa zone de confort. Et cette autocensure, elle va tuer la progression dans l'œuf. Je voudrais vous parler maintenant d'une révolution, celle du feedback différé. Face à ce réflexe destructeur, le feedback différé est une véritable solution. C'est une approche contre-intuitive qui transforme radicalement l'efficacité du coaching. Voyons le principe fondamental. Le feedback différé consiste à laisser l'élève terminer complètement son morceau ou son exercice, quoi qu'il arrive, avant de proposer la moindre correction. Même si la voix déraille affreusement, même si la note part en vrille, même si l'élève s'arrête de lui-même en grimaçant, cette retenue demande un effort considérable au coach. Elle va contre tous ses instincts bienveillants de vouloir l'aider, mais elle est cruciale pour la progression de l'élève. Voici un changement de paradigme fondamental. L'échec de l'élève n'est pas un problème à éviter. C'est juste une information précieuse à récolter. Quand une note déraille, quand la voix craque, quand le souffle manque, ces erreurs nous donnent juste des indices de diagnostic inestimables. Elles révèlent les limites actuelles de l'élève, ses points de fragilité, ses axes de progression prioritaires. Interrompre pour éviter l'échec, c'est se priver de ces données cruciales. C'est comme arrêter un test médical avant la fin parce que les premiers résultats ne sont pas parfaits. On va donc vouloir explorer plutôt que sanctionner. Le feedback différé transforme chaque plantage en exploration scientifique. Quand une note déraille en voix de tête, au lieu de voir un échec, je vois une information. Ok, les cordes vocales de cet élève ne sont pas encore prêtes à stabiliser peut-être cette configuration sur cette hauteur. Il faut d'abord renforcer cette zone avant de tenter des exercices plus complexes. Cette approche exploratoire va remplacer la logique punitive par une logique constructive. L'élève n'a plus à échouer, il teste. Il n'a pas mal fait, non, il a découvert une limite à travailler. Un autre aspect crucial du feedback différé, c'est de s'assurer que l'élève termine toujours sur une victoire, même minime. Voici une règle que j'applique systématiquement et que j'enseigne aux coachs dans la Vocal Coach Factory. Si un coaching contient 2 super victoires mais se termine par un gros mur non résolu, que va-t-il se passer? L'élève va repartir dégoûté et démoralisé. Le cerveau humain retient davantage les dernières informations avec cet effet de récence. Si la dernière sensation de l'élève est un échec, c'est cette sensation qui va dominer jusqu'à la prochaine séance. Mon rôle de coach est donc de souligner et de matérialiser ce qui a été gagné, même si cela semble minimal. Cette validation finale renforce la motivation et l'engagement. Pour rendre le feedback différé encore plus puissant, j'utilise l'enregistrement des performances. Voici le protocole qui est très simple et que vous pourrez utiliser vous-même. J'enregistre l'élève au début de l'exercice, version avant. Je le laisse travailler sans interruption, puis j'enregistre la version après. À la fin de la séance, nous écoutons ensemble ces 2 versions. L'élève se confronte à la réalité objective de sa progression, il entend la différence et il matérialise ainsi le résultat. Ces techniques lui apportent l'humilité nécessaire pour accepter le travail à venir, sans que j'ai besoin de le critiquer. Et c'est l'enregistrement qui dit la vérité, pas le coach qui juge. Le coach domine le cadre du coaching, mais le coaché doit dominer la conversation. Et ça, c'est un autre point que je voudrais vous partager parce que c'est peut-être une inversion révolutionnaire dans votre pratique. C'est une différence fondamentale entre un cours traditionnel et un coaching efficace. Dans un coaching, c'est le coaché qui doit parler le plus, pas le coach. Et cette inversion, elle paraît contre-intuitive, j'en suis d'accord. Après tout, n'est-ce pas le coach qui détient l'expertise? N'est-ce pas lui qui doit transmettre son savoir? En réalité, cette logique magistrale, c'est l'une des principales causes d'échec du coaching vocal. C'est le réflexe du professeur qui enseigne. Elle positionne l'élève en récepteur passif plutôt qu'en acteur de sa transformation. Dans la méthodologie que j'enseigne, la personne qui chante va expliquer ses ressentis. Elle décrit ses difficultés, elle exprime ses craintes et c'est exclusivement l'élève qui parle. Mon rôle de coach consiste à écouter activement, observer finement, poser les bonnes questions pour guider sa réflexion. Je ne donne pas les réponses, je l'aide à les découvrir. Cette approche active le processus d'apprentissage autodirigé et beaucoup plus durable que l'apprentissage par une transmission descendante de le professeur qui donnerait toutes les informations. Alors, cette écoute active, elle me permet de collecter ce que j'appelle le triangle des indices. J'en parle dans mon livre, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je sais de l'élève. Ce que je vois, une mâchoire crispée, des épaules qui remontent, les mains serrées, une posture qui se tasse. Et ces signaux visuels révèlent des tensions et des compensations motrices. Ce que j'entends, ça peut être des ruptures du flux d'air, des changements de timbre, des variations de justesse, des moments de fatigue vocale. Ces informations auditives, là encore, diagnostiquent des dysfonctionnements techniques. Ce que je sais, l'historique de l'élève. Ses croyances limitantes, ses objectifs personnels, ses expériences passées, ce contexte psychologique
éclaire les résistances et les motivations. Et donc ces trois sources d'informations combinées vont me donner une vision complète de la situation. Mais je ne peux les récolter que si je laisse l'élève s'exprimer librement. Je vais vouloir généraliser les prises de conscience. Et ça, c'est une technique cruciale, c'est qu'au lieu de dire directement à l'élève ce qu'il fait mal, je vais essayer de le guider vers l'autodiagnostic. Je vous donne un exemple concret. Si je constate que l'élève n'ouvre pas suffisamment la bouche, je ne dis pas « tu n'ouvres pas assez la bouche ». Cette approche directive lui sert d'information toute cuite et le positionne comme un récepteur passif de ce défaut. Au lieu de cela, je vais lui demander « tiens, au niveau de l'ouverture de ta bouche, comment tu te sens? Comment est-ce que tu l'évalues ?» Cette question ouverte, eh bien, elle va forcer l'élève à prendre conscience par lui-même de ce qui se passe. Cette auto-observation, elle est infiniment plus puissante que mon expertise externe. Pourquoi ? Parce que tant que l'élève n'est pas conscient d'un défaut lui-même, il ne peut pas le corriger durablement. La prise de conscience, eh bien, elle est le préalable indispensable à toute transformation. Et donc pour cela, on va éviter les questions fermées. Pour encourager cette exploration, je dois soigneusement éviter les questions binaires qui limitent la richesse des réponses. Question fermée à éviter, est-ce que tu as mal? Est-ce que c'est dur? Est-ce que tu sens la différence? Ça va m'amener des oui, des non. Fin de l'histoire. Ces questions, elles n'appellent que des réponses pauvres. Oui, non, il n'y a pas d'argumentation. Ça ne génère pas le matériel exploitable pour le coaching. A l'inverse, des questions ouvertes à privilégier, comment ça se passe au niveau de ton confort vocal? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu observes par rapport à tout à l'heure? Eh bien, ces formulations ouvertes, elles vont encourager l'élève à explorer ses sensations, à verbaliser son expérience et à développer son vocabulaire introspectif. Donc, laissez terminer votre élève coûte que coûte. Et c'est un paradoxe fascinant. Parce qu'en m'abstenant d'interrompre mon coaché, je prends en réalité le contrôle total de la structure de la séance. Et donc cette retenue n'est pas une passivité, c'est une stratégie délibérée qui me permet de rester maître du timing, des priorités et de la progression pédagogique. Quand je laisse un élève terminer son exercice ou son chant, je peux ensuite choisir précisément sur quoi je vais me concentrer. Dans quel ordre? Avec quelle intensité? Quel objectif? Je ne suis plus en mode réaction. Je suis en mode stratégique. Et cette maîtrise du cadre, eh bien, elle me permet d'appliquer rigoureusement le principe du clou unique. J'adore partager cette image dans l'école de coaching. Ne travailler que sur un seul objectif prioritaire par séance. Comme si je voulais enfoncer un seul clou et je sais qu'à la fin, il sera enfoncé. Si j'interrompais mon élève à chaque problème détecté, je me disperserais probablement sur 10 corrections simultanées. Résultat, une surcharge cognitive garantie. Pas d'objectif réellement atteint et on n'aura pas obtenu grand-chose. En attendant la fin de la performance, à l'inverse, je peux analyser l'ensemble des indices, identifier la priorité selon ma grille SPO, me concentrer sur toute cette session sur un objectif et commencer à bâtir sur la PPC. Cette focalisation, elle va garantir une victoire concrète et mesurable à chaque séance. Je vais vous partager maintenant une de mes astuces secrètes que j'appelle le coaching prédictif. Ça devrait vous aider et vous inciter justement à utiliser ce feedback différé puisque c'est l'objet de cette vidéo. Grâce aux indices recueillis pendant l'écoute active, je sais sur quoi je vais travailler avant même que l'élève ait fini de chanter. Cette anticipation, elle me donne un avantage psychologique considérable. Pourquoi? Parce que je ne panique jamais face à un problème imprévu car j'ai déjà analysé la situation et j'ai préparé ma stratégie. L'élève ressent cette assurance, il ressent cette certitude, il comprend qu'il est entre les mains d'un professionnel qui maîtrise son sujet. Cette confiance, elle facilite évidemment son adhésion et elle va accélérer sa progression. Une autre technique que j'aime utiliser, c'est le sous-marin, ça va être de contourner les résistances. Parfois, l'élève présente des résistances psychologiques, je le détaillerai probablement dans une autre vidéo, où il a des croyances limitantes particulièrement ancrées. Un exemple, un élève en formation lyrique qui pense sincèrement qu'il n'a pas de voix de tête et que peut-être ou qu'il ne pourrait pas chanter du rock. Face à ces croyances, l'approche frontale est vouée à l'échec. Plus je vais tenter de convaincre mon élève qu'il a tort et que j'ai raison, qu'il se trompe, et bien plus sa résistance va se renforcer. C'est comme si je voulais défaire un nœud en tirant dessus, et bien ça va juste resserrer le nœud. Le fait d'utiliser la stratégie du feedback différé, ça me permet d'utiliser la technique du sous-marin, c'est-à-dire que je vais travailler sur un aspect technique apparemment neutre pour l'élève, la respiration, l'articulation, le soutien. Mais ce travail, une fois maîtrisé, va invalider naturellement la croyance limitante. Donc l'élève va être convaincu par l'expérience, pas par mon argumentation. Et cette autoconviction, elle est beaucoup plus solide. Maintenant,
je vous invite à ne pas renégocier le cadre. D'accord? Pour que tout ça fonctionne, il y a un véritable enjeu à garder le cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je laisse un élève terminer, je contrôle le cadre du coaching, d'accord? Et je vais pouvoir imposer, appliquer un cadre de travail non négociable, tout en restant dans la bienveillance évidemment dans cette relation. Je vous donne un exemple, l'élève veut chanter directement son morceau sans échauffement parce qu'il dit voilà, moi j'ai pas besoin de m'échauffer. Si je cède à cette demande, je perds le contrôle de la séance et je vais renforcer ses croyances erronées parce que quelque part je lui donne raison. Si je m'oppose frontalement, je vais créer un conflit et ça va nuire à l'adhésion du coaché. Donc une solution, ça pourrait être de dire ok, je te propose un échauffement, on va d'abord faire cet exercice pour que tu sois en sécurité quand tu vas chanter ta chanson. Puis je vais laisser l'élève constater par lui-même que sa voix, eh bien oui, s'est libérée grâce à l'échauffement et l'a mis dans de meilleures prédispositions pour chanter son morceau. Et donc c'est cette expérience concrète qui va faire beaucoup plus pour modifier ses croyances que tous mes arguments théoriques que je pourrais lui donner. Je vais vous partager maintenant quelques études de cas de transformation concrète en utilisant cette technique. Alors, je vous donne le cas de Sarah qui est passée de la panique à la confiance. Sarah, donc 28 ans, chanteuse amateur, elle arrivait en cours dans un état de stress permanent. Dès qu'elle commettait la moindre erreur, elle s'arrêtait, elle s'excusait, elle recommençait. Peut-être que ça vous fait penser à des élèves que vous avez actuellement. Avec l'ancienne approche, donc interruption fréquente, les séances elles tournaient quand même au calvaire parce que Sarah passait plus de temps à s'excuser de s'être trompée qu'à chanter. Le fait d'appliquer le feedback différé, qu'est-ce que ça a changé? Même quand sa voix craquait, même quand elle grimaçait, je la laissais terminer. Ensuite seulement, nous analysions ensemble ce qui s'était passé. Du coup, qu'est-ce que ça a créé? Au bout d'un mois et demi, donc de 6 séances, Sarah a appris à accepter ses imperfections comme des états normaux de sa voix, des informations. Du coup, sa confiance s'est reconstruite, sa voix s'est libérée et aujourd'hui, elle chante avec plaisir et elle prend des risques vocaux beaucoup plus qu'avant parce qu'avant, elle n'osait pas les tenter alors que maintenant, elle se sent libre de pouvoir le faire. Deuxième étude de cas, le cas de Marc avec l'apport vraiment de l'autodiagnostic. Donc Marc, un chanteur de 45 ans, chantait depuis 10 ans mais stagnait sur les mêmes difficultés. Il avait développé une dépendance totale aux corrections de ses professeurs précédents. Première séance avec cette méthode, je lui ai demandé d'auto-évaluer sa performance après chaque exercice. Comment tu sens ta respiration et ton attaque et ta résonance. Et je l'ai bombardé comme ça de questions ouvertes. Au début, ces autodiagnostics étaient complètement à côté. Mais séance après séance, sa capacité d'auto-observation, elle s'est affinée. Résultat, au bout de 3 mois, Marc sait identifier maintenant ses propres dysfonctionnements avant même que je les signale. Du coup, ça lui permet, si c'est des choses que nous avons déjà travaillées, de corriger en autonomie. Il progresse entre les séances et il est devenu son propre coach, ce qui est pour moi vraiment le summum du coaching vocal, c'est quand nos élèves sont tellement autonomes qu'ils peuvent ensuite poursuivre leur route artistique tout seuls. Je vous partage une dernière étude de cas, l'étude de cas d'Émilie. Émilie, donc 19 ans, une jeune chanteuse qui bloquait systématiquement sur les notes aiguës. C'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Dès qu'elle approchait de sa zone limite, elle s'interrompait préventivement. La stratégie que j'ai utilisée, je l'ai encouragée à aller jusqu'au bout de l'échec. J'ai dit chante jusqu'à ce que ça craque. Je veux entendre où ta voix se casse. D'accord? Exactement. Quand je dis se casse, c'est une image, nous sommes d'accord. Cette autorisation d'échouer, ça a libéré tout simplement Émilie de sa peur anticipatoire. Elle a découvert que ses limites étaient beaucoup plus hautes qu'elle ne le pensait. Son échec révélait en réalité des zones de progression insoupçonnées et en l'équivalent de 8 séances, elle a gagné 1/3 sur son ambitus dans les aigus, non pas en évitant l'échec, mais en l'explorant systématiquement. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Alors, c'est un véritable défi que de se retenir, j'en conviens bien. Apprendre à se taire pendant que l'élève chante est peut-être l'un des défis les plus difficiles pour un coach vocal qui a envie d'aider, qui a envie de contribuer. Et cela va contre tous les instincts de bienveillance, d'habitude pédagogique et de notre envie d'aider tout de suite. Mais cette retenue stratégique, vous l'avez compris, est le marqueur du professionnel versus l'amateur. C'est ce qui différencie un coach formé d'un chanteur qui va s'improviser professeur de chant. Et il va y avoir un impact sur votre crédibilité. Quand vous maîtrisez le feedback différé, vos élèves ressentent immédiatement la différence. Ils se sentent écoutés, respectés, accompagnés plutôt que jugés. Et cette différence, elle va se traduire par quoi? Par un engagement plus fort, une progression plus rapide et une fidélisation naturelle. Vos élèves parlent de vous comme du coach qui m'a vraiment compris, plutôt que du prof qui me corrige tout le temps quand je chante. Et ça va faire évoluer votre posture professionnelle.
Cette méthode, elle va transformer votre propre expérience de coach. Fini le stress de devoir avoir une solution immédiate à chaque problème. Fini l'épuisement de parler en permanence. Fini l'impression de courir après les problèmes de vos élèves. Vous devenez un accompagnateur serein, un guide méthodique, un professionnel qui maîtrise son art. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance du feedback différé, commencez dès votre prochaine séance, d'accord? Agissez maintenant, imposez-vous cette règle. Ne plus jamais interrompre un élève pendant qu'il chante « J'attends la fin de son refrain » ou la fin de sa chanson. Ce seul changement va transformer votre efficacité pédagogique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé à comprendre cette erreur cruciale. Partagez-la avec d'autres professeurs de chant qui ont besoin de découvrir peut-être cette nouvelle approche. Et en commentaire, racontez-moi vos expériences. J'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'impact négatif des interruptions sur les élèves ou vous-même en tant que chanteur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mal vécu? Et est-ce que vous êtes prêt surtout à tester ce feedback différé? Alors ce feedback différé, ce n'est qu'un des nombreux outils que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. La prochaine rentrée se prépare pour janvier. C'est une nouveauté. On ouvre une nouvelle rentrée en janvier 2026 et donc les candidatures sont ouvertes. Si vous souhaitez candidater, cliquez dans la description, vous trouverez un lien pour pouvoir prendre rendez-vous et nous pourrons échanger sur votre projet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain contenu. Ciao!